Carlos Takam, bonjour. Bonjour. Alors, malgré un physique imposant, vous êtes un homme de nature réservée. Sans doute pour mieux exploser le moment venu. Tout sauf un hasard si votre terrain d'expression à vous, ce sera la boxe avec le succès que l'on connaît. Des ceintures continentales au titre mondial des lourds, l'enfant de Douala que vous êtes sera parvenu à inscrire son nom aux côtés de ceux de monstres sacrés du noble art. Carlos, bienvenue dans Facecam. Merci de votre invitation. Alors, vous êtes originaire du Cameroun. Oui. Et vous avez baigné très tôt dans un environnement sportif puisque votre père, en fait, c'est un ancien karatéka. C'est un ancien karatéka, Shotokan, ceinture noire et champion d'Afrique aussi. Du coup, comment c'était cette période de votre vie dans cet environnement-là? Vous savez, j'étais très fan de mon papa. Et je me souviens bien, à chaque fois quand je rentrais de l'école, je partais fou dans ses affaires. Il avait encore des bouquins de karaté avec des katas, quoi. Et je m'aisais ça à faire du kata, moi, tout seul à la maison le soir. Et après, le lendemain à l'école, je montrais à mes copains. Je les faisais croire que je suis karatéka. Et donc, forcément, tout naturellement, et bien avant la boxe, vous allez être initié au karaté. Ouais. Et du coup, il était comment Carlos Takam version karaté? Oh, version karaté, tu sais, en Afrique à l'époque, c'était trop des films chinois. Des films Shaolin, Jackie Chan, tout ça. On voulait tous ressembler à ces gens, on voulait tous se battre comme ces gens. On se disait que c'est vraiment la réalité, ce qu'on voyait dans les films. Et j'étais assez turbulent à l'époque à l'école, puisque j'attaquais tout le monde. Je faisais chier tout le monde, quoi. Et d'ailleurs, à l'école, à ce moment-là, vous avez un surnom. C'est Demolition Man. Oui, le surnom Demolition Man, c'est au fait parce que au Cameroun, à l'époque, il y avait des jeux interlycées. Ouais. Et moi, le bras de fer, on m'avait choisi comme le mec qui doit faire le bras de fer. C'est parce que vous connaissez le bras de fer. Yeah. Donc, main contre main, on voit celui qui va mettre l'autre, la main de l'autre au sol, par terre, pardon. Et on m'avait sommé comme ça, normalement, parce que je battais tout l'école au bras de fer. Ouais. Du coup, mes maîtres m'ont surnommé Demolition Man. Parce que, au fait, quand je prenais quelqu'un au bras de fer, pour le battre, souvent tu pousses son bras plus facilement au sol. Oui. Mais moi, je l'ai explosé les bras au sol. Du coup, on m'a donné ce nom, Demolition Man. Et du coup, alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué dans le karaté? Dans le karaté, je n'ai pas continué parce que quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé l'athlétisme. Ouais. Ça m'a pris un peu plus de temps. Donc, je faisais les 100 et les 200. J'étais assez bon d'après ce qu'on me disait. Donc, après, ça me prenait plus de temps d'aller courir que de rester à la maison, ouais, fouiller dans les affaires de mon père pour voir ce qu'il a comme livre de karaté, quoi. Alors, donc, il y avait le karaté, il y avait l'athlétisme. Ouais. Mais forcément, quand on est Camerounais, impossible de passer à côté du football. Bien sûr. Et forcément, on va évoquer ce mondial qui vous a marqué, c'est le mondial 90. Oh, ouais, incroyable. Pourquoi? Incroyable. Puisque c'était la première fois qu'un pays africain arrive au demi-finale de la Coupe du Monde. En quart de finale. En quart de finale de la Coupe du Monde. En 90, en Italie. C'était la première fois, c'était incroyable, quoi. Donc, il n'y avait pas que le Cameroun qu'au Cameroun qu'on supportait l'équipe nationale, c'était toute l'Afrique. Donc c'était énorme, tu vois, ça m'a marqué, c'est ça qui m'a marqué le plus, parce qu'à chaque fois que le Cameroun marquait un but, le pays tremblait, il y avait tremblement de terre au Cameroun. Et puis il y a ce match contre la Colombie aussi. Waouh, le match contre la Colombie, ouais, avec le fameux gardien Valderraman, si je ne me trompe pas. Et Guita, qui prend le ballon. Et c'est pas qui voulait s'avancer avec le ballon parce qu'il a l'habitude de le faire, dribbler 1 ou 2 jours avant de passer. Et il est en face de Roger Mila, il veut le dribbler et Roger récupère le ballon et il le met le ballon entre les jambes, comme on dit au Cameroun, le solo. Et il se retourne pour aller marquer. Le mec, il le suit, il saute pour l'attraper les jambes, rien du tout. Et quand il marque ce but, c'était un coup de tonnerre. C'était un tremblement de terre, ça a fait crier tout le Cameroun et toute l'Afrique. Donc ça, c'est vraiment des souvenirs marquants. Et forcément, qui dit Cameroun et mondial 90, dit cet homme qui est Roger Mila, oui, sa fameuse danse, le Makossa. Ouais. Il représente quoi pour vous, Roger Mila? Roger Mila, pour moi, au fait, il m'a fait aimer le sport
en général, pas que le foot, quoi. Il m'a fait aimer le sport. Au fait, à l'époque, quand je voyais Roger jouer en 90 et tout, j'étais fier d'être un sportif. Je me disais, oh, même si je ne suis pas footballeur, je me disais, mais attends, ce mec, il faut que je suive son exemple. Il faut qu'un jour qu'on puisse parler de moi, comme lui. C'est ça, au fait. Alors, et du coup, comment est-ce que vous en êtes arrivé à la boxe? Parce que quand on voit votre parcours, à la base, vous n'êtes pas forcément prédestiné à aller vers la boxe. Non. La boxe a été toujours un sport où, comme on dit, j'ai toujours aimé la boxe. On a toujours, dans mon quartier, on avait, l'habitude avec des amis d'attendre très tard le soir, 1h, 3h du matin, pour regarder les combats de boxe de Tyson, de Holyfield, dans des bars, quoi. Ouais. Et j'ai toujours été fasciné par ce sport. Et du coup, à chaque fois, je regardais, mais je n'avais jamais osé franchir le pas en me disant, ouais, je vais aller m'inscrire dans une salle où je vais faire la boxe, non. Donc, du coup, c'est quoi le déclic? Le déclic, c'est quoi? Le déclic, c'est, je change de lycée à Douala. Et juste à côté de mon lycée, il y a une salle de boxe. Mais au début, à la limite, cette salle, c'est une salle de savate, boxe pied-point, boxe française. Et à chaque fois, je passe devant, je vois les mecs en train de s'entraîner, tout ça, à taper. Et un jour, je me décide d'aller franchir la porte. Je demande au responsable de la salle, je demande, oui, est-ce que vous faites la boxe française ici? Et la boxe anglaise, pardon. Et il me dit, non, on ne fait pas de la boxe anglaise, mais on va prendre un coach de boxe anglaise d'ici une semaine, passer dans une semaine. Et j'ai dit, d'accord. Et une semaine après, je suis passé le voir, et il m'a dit, ben alors, j'ai dit, ben alors quoi, je suis venu pour savoir. Il me dit, ben, on a des rencontres, vas-y, habille-toi, entraîne-toi. Et je rigole, je me dis, mais non, je suis venu voir si vraiment, il dit, je vous ai dit la semaine prochaine, alors vous venez, soit vous entraînez, soit... Alors là, j'ai commencé la boxe, j'ai commencé dans cette salle, juste à côté de mon lycée. Ouais. Et du coup, justement, les premiers entraînements, c'est quoi les premières sensations quand vous découvrez quand vous pratiquez vraiment ce sport pour la première fois? Les premiers entraînements, c'était assez, c'était assez spécial parce que quand je suis arrivé, la première fois, on m'a dit, tu viens avec des bandages. Les gants, si tu n'as pas les gants, on va t'offrir les gants. J'ai dit, d'accord, je viens avec mes bandages. Et un short, et des baskets. Et j'entre, on me demande de mettre les bandages, je mets mes bandages, on me met un paire de gants. Et le mec qui me met un paire de gants, il se tourne, j'étais en train de boxer le sac, n'importe comment, quoi. C'était de la bagarre. Il me dit, oh, doucement, où tu vas? Je dis, ben, je boxe. Il dit, non, c'est pas comme ça se passe. Il dit, ici, on vous apprend à boxer, c'est pas une maison pour, pour délinquants qui vont venir taper les sacs n'importe comment. Il dit, ah, d'accord, ok, je me calme. Il dit, on va vous donner des coups de boxe, c'est pas comme ça. On ne commence pas par le sac. On commence par écouter ce que le coach dit et voir ce qu'il fait. Il dit, d'accord. Alors je me calme, je me retourne, je le regarde, je dis ok, je vous écoute. C'est là où j'ai commencé. Et à quel moment est-ce que vous avez eu le déclic, là où vous avez su que vous allez faire carrière dans la boxe? Ouais. Alors, je crois que c'était au championnat Afrique, zone 4, un peu championnat d'Afrique centrale, comme on dit, à Kigali, au Rwanda. J'étais allé avec l'équipe nationale, déjà, pour commencer. Et pour moi, j'étais allé juste pour m'amuser, quoi, parce que si j'avais 21, 22 ans, pour les autres disaient c'est un peu tard pour la boxe. Moi, je m'en foutais, quoi. Pour moi, tout ce qui importait, c'était que j'aille m'amuser. Bien sûr. Et j'arrive au championnat d'Afrique zone 4, je gagne. Et je rentre au Cameroun. Il y avait une faveur, tout ça, tout le monde était content, mes coachs et tout. Et quelques années plus tard, on organise le championnat d'Afrique, normal. Je gagne en finale contre un Ghanéen qui fait plus de 2 mètres. Et de là, l'équipe nationale m'appelle chaque fois. Mon coach de la salle, me dit, mais petit, tu sais que tu es bon. Franchement, si tu t'y mets, tu peux aller loin. J'ai rigolé, je dis, ah ouais, je dis, oui, franchement, entraîne-toi bien et sois un peu plus sérieux, quoi. Et arrête d'aller faire des bagarres de rue dans le quartier. Arrête tout ça, c'est pas bien pour toi. Il dit, d'accord. Il dit, non, mais je suis sérieux, tu arrêtes tout ça. Un jour, ça va te porter préjudice. Je dis, d'accord.
Et je suis rentré à la maison. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé la boxe, pour revenir en arrière, je n'avais pas dit à mes parents que je faisais la boxe. Parce que mon père, c'était exclu que je fasse la boxe. Pour lui, c'était les études. Les études. Pour lui, c'était ça. Il dit, la boxe va rien te donner. Le sport va rien te donner, les études. Et c'est quand j'ai gagné quand je lui ai dit, je lui ai annoncé que papa, je voyage avec la boxe, je vais aller faire le championnat d'Afrique zone 4. Il me dit, c'est quoi le championnat d'Afrique zone 4? Je lui explique. Championnat d'Afrique centrale. Il me dit, ça existe ça? Je dis, oui. Il dit, d'accord. Comme ça, tu fais la boxe? Je dis, oui. Il me dit, tu connais qui je suis? Je dis, tu es mon père. Il dit, non, mais tu connais ce que j'ai fait dans la vie comme sport? Il dit, le karaté. Je dis, d'accord. Il me dit, tu connais que tout le quartier ici me respecte par rapport à ce que j'ai fait? Il dit, est-ce que tu connais mon surnom? Comment on m'appelait? J'ai dit, mon oncle m'avait déjà parlé de son surnom à l'époque. On l'appelait Chen Chen. C'est un acteur d'un film chinois très fort. Oui, ça me parle. Voilà, Chen Chen. J'ai dit, ah, oui, Chen Chen. Il dit, tu sais qui c'est Chen Chen? Je dis, ouais. Il me dit, si tu veux t'aventurer là-dessus, il ne faut pas la prendre à la légère. Parce que je te dis, c'est les études de rien du tout. Alors, si tu vas au championnat d'Afrique, il faut que tu gagnes. Si tu rentres ici avec une défaite, c'est fini, tu arrêtes là-bas. Grosse pression. Hein. Ouais. Et je suis allé, j'ai gagné, je suis rentré, je lui ai donné la médaille. Il était content, il était super content. Et après, j'ai gagné la Coupe d'Afrique, il était content. Et le summum, c'était quand j'ai eu la médaille aux Jeux africains. Ouais. Je suis rentré, on a été reçu par le chef d'État au palais présidentiel à Yaoundé. Et mon père a dit, tout ce que tu as fait, c'est d'avoir une photo avec le chef d'État. Et tu me l'amènes et je mets à la maison, c'est tout. Et quand j'ai amené la photo, alors là, pour lui, il a dit, ok, je te donne mon feu vert, fais ce que tu veux avec là-bas. Pari réussi. Ouais, pari réussi. Alors, dans le monde de la boxe, forcément, impossible de ne pas parler de Mohamed Ali. Ouais. D'ailleurs, pour vous, il y a un moment qui est historique, qui reste dans l'histoire du sport, c'est ce fameux combat contre Foreman à Kinshasa. Oui. D'ailleurs, vous n'êtes pas né à l'époque, parce que c'est en 1974. Comment est-ce que vous découvrez ce combat? En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais très fan de la boxe. Ouais. Étant fan de la boxe, un jour à la télé, je crois que c'est à la télé nationale, à CATV, et il faisait un reportage sur Mohamed Ali, sur ses œuvres, quoi, tu vois. Pas seulement dans la boxe, ouais. Sur tout ce qu'il a fait, même dans la boxe et en dehors de la boxe. Et je regardais, mon père était là, c'était quoi, un samedi après-midi. Et mon père, lui, au fait, il est très fan, mais quand je te dis fan, il est très fan de George Foreman. Pour lui, c'est George Foreman et pas Mohamed Ali. D'accord. Et je regarde et tout. Et après, on montre un peu les extraits de combat de Mohamed Ali et Foreman à Kinshasa. Et mon père, il est tout excité, il bouge et tout. Il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi ce jeune homme-là, il a battu Foreman. Et je dis, mais papa, t'es sérieux? Il dit, mais bien sûr, Foreman, c'était un démolisseur. Il dit, ça, c'est un combat truqué. Je dis, non, mais c'est pas possible. Il dit, mais ce combat n'est pas truqué. Alors, je me mets à discuter avec lui. Je dis non, mais Mohamed Ali, c'est le plus fort. Il lui dit non, c'est Foreman qui est le plus fort. On se met à discuter, Il dit non, mais Foreman, il dit non, Mohamed Ali ne frappe pas. Il n'a pas de coups durs comme Foreman. Foreman t'attrape avec 2 coups, c'est fini. Alors on se met à discuter. Et après, une semaine plus tard, il me dit, viens, on va aller chez un ami. On va regarder le combat de Foreman et Ali. Bon, ce jour-là, je n'ai pas eu le temps d'y aller et tout, malheureusement. Et un jour, je vais chez un ami à l'époque, un ami du lycée à l'époque. Et son père était aussi fan de la boxe. Et il avait dit à son père que moi, je suis boxeur. Et on était là le samedi, dans l'après-midi, en train de manger chez lui, m'avait invité. Et son père arrive et tout. Il me dit, tiens, c'est ton ami boxeur? Et il dit, oui. Il dit, ah, ok. Il me dit, tu connais Mohamed Ali? Je dis, je suis un grand fan. Il dit, ah, ça tombe bien. Il me dit, descendez pour qu'on regarde son combat avec Foreman. Il me dit, vous avez déjà regardé? Je dis, j'ai regardé les extraits, mais pas tout entier. Alors, il me met ce combat. Et j'étais là. Je transpirais, je ne bougeais pas parce qu'au fait, c'était dur au début, au fait, pour Ali. C'était infernal. Je disais, mais tu vois, à chaque fois, au fil des rounds, il y avait ce doute-là, que quand je pensais à mon père, quand je pensais à ce que mon père disait, non, c'est un combat truqué. Des fois, je disais, mais peut-être il a raison. Je ne comprenais pas. Et
Jusqu'au jour où il met Foreman KO, j'ai dit waouh. Et l'ami de mon père me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, mais Ali, c'est le meilleur. Il me dit, je suis du même avis que toi. Je lui dis, mon père n'est pas du même avis. il dit, c'est ton avis qui compte, c'est pas l'avis de ton père, c'est toi. Je dis, d'accord. On va revenir un peu sur votre carrière. Donc, vous avez dit tout à l'heure déjà, vous avez remporté les Jeux africains. Vous avez été champion d'Afrique aussi. Comment est-ce qu'on se sent quand on est sur le ring avant un combat? Aujourd'hui, peut-être avant, je vais parler d'avant et aujourd'hui. Avant, quand j'entrais dans un ring, ça c'est mes débuts en Afrique jusqu'à ce que j'arrive ici, j'avais cette pression au cœur, là, tu vois, comment dire, c'était comme si j'avais un truc qui m'appuyait le cœur. Donc c'est pas la peur au fait. Ouais. C'est une pression où, je veux dire, mon cerveau se met à calculer toutes les combinaisons du match, comment je vais gagner. Ouais. Moi, j'ai toujours ce truc dans la tête, comment je vais gagner. Premier round, deuxième round, troisième round, comment ça va se passer, quoi, en fait. Donc, je pense qu'à ça, au fait, il y a tellement de pensées dans ma tête que je n'arrive pas à les contrôler. Et là, c'est, pour te dire, excuse-moi de l'expression, mais c'est chiant, quoi, tu vois. C'est chiant. À l'époque, je n'arrivais pas, à se canaliser. Oui, à me canaliser. Je rentrais, je mettais... j'allais me coucher, je me bouchais les oreilles, je dis non, mais putain, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je mettais de la musique juste pour faire fuir toutes ces pensées, mais ça ne partait pas. Et quand j'entrais dans le ring, j'avais une pression, je ne savais pas quoi faire, en fait. Et c'est au bout, à chaque fois, c'est quand je faisais 2 rounds, maintenant que je trouvais les solutions. Bon, maintenant, avec l'expérience que j'ai acquis, j'essaye, toutes ces pensées qui me tournent dans la tête, j'essaie d'effacer toute la négativité, quoi, genre. Quand j'entre dans un ring, je dis toujours, mais attends, je vais gagner ce match. C'est très bien, il est fort, ce mec, mais il n'y a pas de souci, je vais le gagner, ça se suit, je suis préparé pour. Je suis là pour gagner, pas pour perdre. Donc j'ai réussi à canaliser toutes ces pensées et en faire une sorte d'énergie, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça peut-être qui vous a porté chance en 2013, parce que là, pour vous, c'est la consécration, avec le titre WBF des poids lourds, une victoire face à l'Américain Grant. Vous vous en souvenez un peu de ce combat? Si, je me souviens de ce combat. Quand on m'a annoncé que j'allais boxer Michael Grant, je suis allé regarder ses combats et tout, et j'ai dit, waouh, il est grand, comme son nom le dit. Il est grand, il est genre, quoi. Et j'ai vu le mec, il avait boxé pas mal de personnes, des Holyfield et tout ça. J'ai dit, waouh, ça c'est un challenge, quoi. Et avec mon coach, au fait, c'était l'une des premières fois que je boxe quelqu'un aussi grand. Oui. Ouais, je crois que c'est la première fois que je boxe quelqu'un aussi grand. Et on s'est préparé en conséquence, en fait. On a pris des sparring que les grands, des gens qui me dépassent en taille. C'est vrai que j'ai eu du mal dans les entraînements avec les gens plus grands que moi, parce que je n'avais pas l'habitude de travailler avec les gens plus grands que moi. Et avec Michael Grant, j'ai eu la chance que, voilà, le mec, par rapport à ce qu'il était grand, il ne bougeait pas assez, il n'était pas très sur ses pieds, quoi. Il comptait plus sur son allonge pour me pousser, pour me boxer à distance. Et à chaque fois, j'allais le prendre à mi-distance. C'était pas facile, mais pour finir, j'ai gagné ce combat. C'était l'arbitre en plus. Ouais, l'arbitre, c'était énorme, quoi. Et d'ailleurs, il se passe quoi quand justement l'arbitre arrête le combat, c'est que vous avez gagné et puis on vous passe la ceinture autour de la taille? Oh mon Dieu, je suis tellement content, je suis en larmes, quoi, tu vois, je n'arrive pas à croire. Je me rappelle de tout mon parcours, du début jusqu'à là, maintenant, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Et là, après le combat, quand on va au vestiaire, on passe la visite médicale, les tests, le truc antidopage. Après, quand je suis au calme, j'appelle mon père et il me dit, parce que pour mon père, lui, il ne faut jamais que je gagne avant la limite. Mon père, lui, toujours... Et il dit toujours, toi tu le mets KO. Toi tu le mets KO. Lui il s'en fout. Tu le mets KO. C'est comme ça, quoi. Lui, il dit non, mais gagner un combat au 12e round, c'est pas un match, ça. Tu vas faire dormir les spectateurs. Il faut quelque chose, il faut le mettre KO. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit, bon, écoute, voilà, j'ai gagné mon premier championnat du monde et tout ça. Il était content, il a commencé à crier au téléphone. Il me dit, tu as appliqué ce que je te dis et ce que je te dis tout le temps? Il dit, qu'est-ce que tu me dis tout le temps? Il dit, est-ce que tu l'as foutu KO? Je dis, oui. Il dit, voilà mon fils, t'as compris?
Alors, on va revenir sur un combat, par contre, c'est moins bien passé pour vous. Il y a eu donc déjà ce combat contre Anthony Joshua. Mais il y en a un autre qui je pense, peut-être vous laisse plus de déception. Ouais. C'est le combat contre Derek Chisora. Chisora, ouais. Pourquoi? Parce que le combat, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que le combat contre Chisora, avec tout le respect que je dois à Derek, c'est un mec bien, mais très amusant. Ce combat, non, c'était un accident, quoi, franchement, c'était un accident. Ouais. Dans la salle, j'étais en train de boxer contre Chisora chez lui. Ouais. Tout le public était pour moi, et même celui qui aujourd'hui, qui est comment dire, celui qui le manage aujourd'hui, son manager, David Hay, lui, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Carlos? J'ai dit, David, je sais pas. J'ai dit, waouh. J'ai dit, écoute, c'est ça le poids lourd. Et la dernière fois, on lui disait, tu sais, on peut faire une revanche, j'ai un truc, on organise un gros truc en Afrique et tout. Il nous a dit, mais jamais, mais dans vos rêves. Il dit, mais jamais de la vie. J'ai commencé à dire, mais attends, le combat, tout le monde savait que Derek avait pète. Mais il a eu un look qui pense, c'est bon, quoi. Il a dit, non, on va pas. Il dit, Carlos, tu sais, malgré que tu as perdu contre Chisora, tout le monde connaît dans le circuit que tu restes dangereux. On va pas se permettre de... Là, il dit, au fait, tu as fait monter Derek, quoi. Effectivement. Tu as fait monter sa côte. Aujourd'hui, pour te redonner, non. Il a dit, il est hors de question. C'était un accident. J'ai pris un coup, c'était pas un coup au visage que j'ai pris. J'ai pris un coup derrière la tête. Et voilà, c'est comme ça, ça arrive à tout le monde. Je l'ai perdu, c'était une vraie déception pour moi. Je n'ai pas digéré ce match. Je n'ai pas du tout digéré, même par rapport à celle d'Anthony, je n'ai pas digéré. Ce match, pour moi, c'est un fiasco. Ouais. Et bon, depuis, vous avez rebondi. Et d'ailleurs, c'est quoi votre prochain gros objectif? Mon prochain gros objectif, déjà le prochain match, c'est au mois de février. Comme je viens de signer avec Topran, on a toujours signé avec Topran, on a trouvé un accord avec la chaîne ESPN aux États-Unis. Et au mois de février, je commence normalement mon contrat avec eux. Et d'ici, avant la fin de l'année, il doit y avoir un gros truc. Vraiment. Un gros combat. Ouais, il doit y avoir un gros combat. Et je peux me permettre de dire, la première personne qui est sur mon viseur, qu'on va boxer très probablement, c'est Tyson Fury. Ça serait un beau combat, ça. Ouais, ça serait un beau combat. Et ça, ce combat d'ailleurs, même après mon match contre Joshua et tout ça, il m'avait un peu taquiné là-dessus, Tyson Fury et tout ça. Mais il avait dit en Angleterre, oui, je suis en train de préparer mon combat et je voudrais appeler Carlos Takam pour qu'on fasse la préparation du combat ensemble. Mais par contre, ma préparation avec lui, ça serait à huis clos. Donc, pas de caméra, pas de téléphone, tout ça, pour que les gens ne voient pas ce qu'on fait, quoi. Et il y avait, la chaîne Sky Sport qui était prêt à payer le prix juste pour filmer nos sparring. Il dit c'est un combat qui ça a été annoncé, ça fait longtemps. Ouais. Donc, j'attends avec impatience. Ça, avant la fin de l'année 2020, il doit y avoir ce combat, quoi. Il va y avoir ce combat. Bon, en tout cas, on est aussi impatient dans ce cas-là. Ouais. Merci beaucoup, Carlos, pour cet entretien. Merci à vous pour l'invitation.